Maman, tu dois comprendre que c'est pour ton bien. Cette maison est beaucoup trop grande. Elle demande tellement d'entretien. Ne penses-tu pas qu'un appartement plus petit serait mieux? Quelque chose de plus adapté à ton âge? Les paroles de Lucie résonnaient dans ma tête tandis que je fixais le plafond de ma chambre, incapable de dormir. Les larmes coulaient silencieusement du coin de mes yeux, mouillant l'oreiller que François et moi avions acheté ensemble il y a plus de 30 ans. Cet oreiller gardait les rêves de toute une vie et maintenant, il ne restait que moi pour m'en souvenir. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous lisez cette histoire et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci. Je m'appelle Thérèse Fontaine, j'ai 78 ans et j'habite à Lyon, dans la région Rhône-Alpes. Je suis veuve depuis 5 ans, depuis que François est parti après une lutte contre un cancer du pancréas qui a consumé non seulement son corps, mais aussi nos économies et mon énergie. Ce qui reste, c'est cette maison, nos souvenirs et une solitude qui est devenue ma compagne la plus fidèle. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à cesser de penser à l'appel que j'avais reçu plus tôt. C'était jeudi, jour de notre appel téléphonique hebdomadaire. Lucie, ma fille unique, appelait toujours à 7 heures du soir, ponctuellement. Les appels duraient rarement plus de 15 minutes. Elle me demandait des nouvelles de ma santé. Je m'enquérais de mes petits-enfants que je ne voyais presque jamais. Et nous nous quittions avec de vagues promesses d'une prochaine rencontre qui ne se concrétisait jamais. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Lucie et Richard, mon gendre, avaient commencé à manifester une inquiétude soudaine pour mon bien-être. Les appels étaient devenus plus fréquents, les questions plus précises. Ils voulaient un savoir à propos de mes médicaments. Comment je gérais la maison, mes comptes bancaires. « Vous êtes trop seule dans cette immense maison, Madame Fontaine », avait dit Richard la semaine dernière, quand ils étaient venus me rendre visite pour la première fois en presque 6 mois. Nous sommes inquiets. Ses yeux parcouraient les murs du salon, évaluant les tableaux, les meubles anciens, les reliques d'une vie que j'avais construite avec François. Ce n'était pas de l'inquiétude que je voyais dans ce regard, c'était du calcul. « Tout va bien, Richard. J'ai mes amis du club de jardinage, mes cours d'aquarelle le mardi. Je ne me sens pas seule. Mais si vous tombez, si vous avez besoin d'aide au milieu de la nuit, insista Lucie, assise au bord du canapé, comme quelqu'un qui ne veut pas rester trop longtemps. As-tu pensé à vendre la maison? Avec l'argent, tu pourrais acheter un appartement plus petit, plus sûr, et il te resterait une bonne somme à investir. Le silence qui suivit pesait comme du plomb. Je savais ce qui se cachait derrière ces mots. La maison où nous avions élevé Lucie, où nous avions célébré des anniversaires, des Noëls et des remises de diplômes, où François avait rendu son dernier souffle en tenant ma main. Maintenant, ce n'était plus qu'un actif à liquider. Cette même semaine, ils sont revenus avec un agent immobilier, un jeune homme en costume, avec un sourire bien répété, qui parcourait ma maison en prenant des notes, estimant combien ma vie valait sur le marché immobilier. C'est un excellent emplacement, Madame Fontaine. Le quartier de la Croix-Rousse est très prisé. Vous obtiendrez un très bon prix. J'observais cette agitation avec un nœud dans la gorge. Depuis quand avais-je accepté de vendre? Comment en étions-nous arrivés là? 2 mois plus tard, je signais les papiers de la vente sous le regard vigilant de Lucie et Richard. J'ai déménagé dans un appartement de 2 chambres dans une résidence qu'ils avaient choisie. « C'est mieux comme ça, maman », répétait Lucie en m'aidant à défaire les cartons. Plus sûr, plus pratique. L'argent de la vente a été déposé sur un compte joint que Richard avait suggéré d'ouvrir pour faciliter les choses au cas où tu aurais besoin d'aide avec les paiements. J'ai accepté, trop épuisée pour argumenter, trop fragilisée pour me méfier de ma propre fille.
visites sont devenues plus fréquentes. Lucie apparaissait avec des documents à signer, une nouvelle assurance vie, une procuration, une modification du testament que j'avais fait il y a des années avec François. C'est pour te protéger des possibles arnaques, maman. De nos jours, il y a beaucoup de profiteurs qui ciblent les personnes âgées. L'ironie de cette phrase ne m'a frappé que quelques mois plus tard. C'était un mardi d'automne que j'ai rencontré Auguste. Nous étions au cours d'aquarelle au centre culturel du quartier. Il était nouveau dans le groupe, un monsieur de 75 ans, cheveux blancs bien taillés et un sourire qui illuminait ses yeux marrons. Veuf comme moi, Auguste avait déménagé à Lyon pour être plus proche de sa sœur. Contrairement à Lucie, la sœur d'Auguste lui rendait visite quotidiennement, sincèrement préoccupée par son bien-être. Nous avons commencé à prendre un café ensemble après les cours. Il me racontait ses jours comme professeur d'histoire à Grenoble. Je parlais des livres que je lisais, des plantes que j'essayais encore de maintenir sur la petite terrasse de l'appartement. C'était la première fois depuis des années que je me sentais vraiment écoutée. Avec Auguste, je n'étais pas seulement une vieille dame qui avait besoin d'être prise en charge. J'étais Thérèse, avec des désirs, des opinions, une histoire. Un après-midi particulièrement agréable, Auguste a pris ma main sur la table du café. Son toucher a envoyé un frisson dans tout mon corps, réveillant des sensations que je croyais endormies pour toujours. À ce moment, j'ai réalisé qu'il y avait encore de la vie en moi, que je pouvais encore sentir, encore aimer. Lors de l'appel, suivant avec Lucie, je lui ai parlé avec enthousiasme d'Auguste. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. « Un petit ami, maman? À ton âge ?» Le ton était incrédule, moqueur. « Ce n'est pas un petit ami, Lucie, c'est un ami qui me fait du bien. Tu connais à peine cet homme. As-tu pensé à ce qu'il pourrait vouloir? Une dame seule, veuve, avec l'argent de la vente de la maison. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. C'était exactement ce qu'elle et Richard me faisaient. Mais je n'arrivais pas encore à voir clairement leur hypocrisie. Dans les semaines qui ont suivi, la pression a augmenté. Des visites surprises pendant les heures où je rencontrais habituellement Auguste, des commentaires sur les vieux solitaires qui tombent dans des arnaques sentimentales, la suggestion d'une petite aide financière pour Richard, qui traversait des difficultés temporaires dans son entreprise. « C'est seulement 50 000 €, maman. Tu ne le sentiras même pas. C'est pour aider ton petit-fils à rester dans son école privée. 50 000, puis 30 000 de plus pour une opportunité d'investissement immanquable. Puis la suggestion de mettre l'appartement au nom de Lucie pour éviter des problèmes avec la succession à l'avenir. À chaque demande, à chaque document, à chaque visite, je me sentais plus petite, plus fragile, comme si je disparaissais peu à peu. Jusqu'à ce jeudi-là. Nous étions dans notre appel hebdomadaire habituel. Lucie parlait de la nécessité pour moi de réévaluer mes finances, que peut-être ce serait mieux si j'arrêtais de dépenser pour des bêtises comme des cours de peinture et que je pense à l'avenir de la famille. Je dois raccrocher, maman. Richard vient d'arriver. Bisous, prends soin de toi. J'ai entendu le bruit du téléphone posé sur une surface, mais l'appel a continué. J'allais raccrocher quand j'ai entendu sa voix à nouveau, distante, parlant à Richard. C'était la vieille. De plus en plus difficile de supporter ces conversations. Elle n'arrête pas de parler de ses cours ridicules et de ses amis de du jardin comme si c'était important. Et l'argent? Tu as parlé de l'appartement? La voix de Richard semblait anxieuse. J'en ai parlé, mais elle a éludé. Elle devient plus résistante. Je pense que ce vieux qu'elle a rencontré lui monte la tête. On doit régler ça rapidement, Lu. Les dettes augmentent et son appartement est notre seule issue maintenant. Je sais. Je pense suggérer une maison de retraite, de celle qui ne coûte pas cher. On dira que c'est pour qu'elle ait de la compagnie, mais en réalité, c'est pour libérer l'appartement pour qu'on puisse le vendre. Tu crois qu'elle va accepter?
C'est juste une question d'insister. Elle cède toujours. Elle devient de plus en plus faible, plus naïve. Il suffit de continuer à dire que c'est pour son bien. Un rire froid a suivi. Le son m'a transpercé comme une lame. « Et ce vieux ?» a demandé Richard. « Auguste, j'ai déjà un plan pour lui aussi. Je vais dire qu'on a découvert des choses sur son passé, qu'il a d'autres petites vieilles qu'il visite. Ça mettra fin à toute chance de romance. » Mon cœur semblait s'être arrêté, la respiration coincée dans ma gorge. Mais mes mains tremblaient, tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Eh bien, l'important est de s'assurer que cet appartement et ce qui reste de l'argent de la maison nous reviennent. Après tout, nous sommes sa famille. Nous y avons droit. Exactement. Elle a déjà vécu sa vie. Maintenant, c'est notre tour. L'appel a continué pendant quelques minutes de plus. J'ai entendu des plans, des calculs, des stratégies. J'ai entendu ma fille et mon gendre planifier comment me dépouiller de tout ce que je possédais encore, comment me réduire à un fardeau à gérer au moindre coût possible. Quand finalement l'appel a coupé, je suis restée immobile, le téléphone, toujours à la main, des larmes silencieuses coulant sur mon visage. Ma propre fille, mon propre sang. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai revécu chaque moment des derniers mois. Chaque suggestion, chaque document, chaque visite préoccupée. Tout prenait sens maintenant. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'avidité. La voix de ma sœur aînée, Jeanne, a résonné dans ma mémoire. « Thérèse, fais attention à ce que cette petite fait. Ne mets pas ta vie entre ses mains. » J'avais ignoré les avertissements, convaincue que Lucie, malgré la distance, était toujours la petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour. Quelle idiote j'ai été. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que votre propre famille attendait seulement que vous sortiez de scène pour s'emparer de ce qui est à vous? Fixant le plafond de cet appartement que je n'avais même pas choisi, j'ai pris une décision. Demain serait différent. Demain, Thérèse Fontaine recommencerait à exister. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les mots que j'avais entendus martelaient dans ma tête sans cesse. Elle devient de plus en plus faible, plus naïve. C'est juste une question d'insister. Elle a déjà vécu sa vie. Maintenant, c'est notre tour. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai observé le ciel s'éclaircir lentement. Les premières lumières du matin à Lyon m'ont trouvée différente. Quelque chose en moi s'était réveillé. Une force que je ne savais pas encore exister, une détermination née de la douleur et de la trahison. Avant 7 heures du matin, j'étais déjà habillée. J'ai choisi mon ensemble le plus élégant, un tailleur bleu marine que François disait assorti à mes yeux. Je me suis maquillée soigneusement, j'ai coiffé mes cheveux blancs et mis les boucles d'oreilles en perles que j'avais reçues pour notre anniversaire de noces d'argent. Ce n'était pas de la vanité. C'était une armure. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu au-delà de la dame de 78 ans que tous insistaient à me rappeler que j'étais. J'ai vu la Thérèse qui a dirigé une salle de classe pendant 30 ans. La Thérèse qui a géré la maison pendant que François construisait son cabinet comptable. La Thérèse qui a éduqué une fille, pris soin de ses parents jusqu'à la fin, enterré un mari sans s'effondrer complètement. Ils ont oublié qui tu es, Thérèse, ai-je dit à mon reflet. Mais toi aussi, tu avais oublié. Le premier endroit que j'ai visité était la BNP Paribas, sur l'avenue principale du quartier. La directrice, Marie, était une ancienne élève. Elle se souvenait de moi des cours de français au lycée Saint-Exupéry, où j'avais enseigné pendant des décennies. Son visage s'est illuminé en me voyant entrer, mais s'est vite transformé en inquiétude quand j'ai demandé à parler en privé. « Madame Fontaine, que s'est-il passé? Vous allez bien ?»« Maintenant je vais aller bien, Marie. J'ai besoin de ton aide pour résoudre une situation délicate. » Dans son bureau, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Le compte joint avec Lucie et Richard. Les transferts qu'ils avaient faits sans vraiment me consulter.
La procuration que j'avais signée en pensant protéger mes intérêts, alors qu'en réalité je cédais le contrôle de ma vie. C'est très grave, Madame Fontaine. Marie a froncé les sourcils en consultant mes données dans le système. Ils ont retiré presque 200 000 € ces 3 derniers mois. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. 200 000 €, une grande partie de ce que j'avais reçu pour la vente de ma maison. Je veux annuler ce compte joint. Je veux bloquer tout accès qu'ils ont à mes finances. Et je veux savoir exactement combien il me reste. Marie a travaillé rapidement, ses doigts volant sur le clavier pendant qu'elle m'expliquait chaque procédure. Annulation des cartes supplémentaires que je ne savais même pas avoir été émises. Révocation de la procuration bancaire. Ouverture d'un nouveau compte, exclusivement à mon nom. Vous aurez besoin d'une avocate pour révoquer formellement la procuration plus large que vous leur avez accordée, a expliqué Marie. Je peux vous recommander quelqu'un spécialisé en droit des personnes âgées, si vous voulez. Je suis sortie de la banque 2 heures plus tard, avec une nouvelle carte, un nouveau compte et le numéro de maître Hélène Beaumont qui me recevrait cet après-midi même. J'avais fait le premier pas. Mon téléphone portable a sonné pendant que j'attendais le taxi sur le trottoir. C'était Lucie. J'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau. Et encore. Des messages ont commencé à arriver. « Maman, je suis inquiète. Pourquoi es-tu allée à la banque? Maman, appelle-moi de toute urgence. » Que se passe-t-il? Le directeur de notre compte a appelé en disant que tu as tout annulé. Notre compte. Comme si l'argent qui restait d'une vie entière de travail, le mien et celui de François, lui, appartenaient. J'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de clarté, de silence pour réfléchir aux prochaines étapes. Le cabinet de maître Hélène se trouvait dans le Vieux-Lyon, un ancien bâtiment d'architecture préservé qui me rappelait l'époque où Lyon était encore une ville plus petite, plus personnelle. L'avocate avait environ 50 ans, les cheveux courts, grisonnants et un regard direct qui inspirait confiance. Malheureusement, Madame Fontaine, des cas comme le vôtre sont beaucoup plus fréquents qu'on ne l'imagine, a-t-elle dit après avoir écouté mon récit. Nous appelons cela un abus patrimonial contre les personnes âgées. C'est une forme de violence fréquemment perpétrée par des proches. Violence. Le mot a résonné dans mon esprit. J'étais victime de violences pratiquées par ma propre fille. Et que pouvons-nous faire? D'abord, nous allons révoquer immédiatement toute procuration que vous avez accordée. Ensuite, nous allons documenter tout ce qui a été retiré de votre compte sans consentement explicite. Selon le montant et les circonstances, nous pourrons intenter une action en remboursement. Je ne veux pas poursuivre ma fille en justice, maître Hélène. Je veux juste protéger ce qui me reste. Elle a acquiescé, compréhensive. Je comprends. Dans ce cas, nous nous concentrerons sur la protection. Mais nous devons être clairs avec votre famille sur les conséquences légales s'ils continuent d'essayer de s'approprier vos biens. J'ai passé les heures suivantes à signer des documents, faire des déclarations, reprendre le contrôle de ma vie. Quand je suis sortie du cabinet, la nuit tombait déjà. Mon téléphone affichait 27 appels manqués et des dizaines de messages, pas seulement de Lucie, mais aussi de Richard. Qu'est-ce qui te prend? Nous venons chez toi maintenant. Pourquoi nous fais-tu ça? Nous, comme si j'étais la méchante de l'histoire. Je ne suis pas retournée à l'appartement. Je n'étais pas prête à les affronter. Au lieu de cela, j'ai pris un taxi jusqu'à la maison de ma sœur Jeanne, à la Croix-Rousse. À 83 ans, Jeanne était tout ce dont j'avais besoin à ce moment. Sagesse, accueil et cette sincérité parfois douloureuse qui a toujours caractérisé notre relation. « Tu as enfin ouvert les yeux, Thérèse », a-t-elle dit en servant une tisane de camomille dans sa cuisine accueillante. Il était grand temps. Comment ai-je pu être si aveugle, Jeanne? Comment n'ai-je pas vu ce qui se passait? Parce que tu as toujours vu le meilleur chez les gens, surtout chez cette petite. Jeanne n'appelait jamais Lucie par son nom depuis qu'elle avait cessé de rendre visite à ses grands-parents,
à la maison de retraite. Et parce que tu es devenu vulnérable après le départ de François, la solitude nous fait accepter des miettes d'attention, même quand elles viennent avec un prix beaucoup trop élevé. J'ai pleuré sur l'épaule de ma sœur comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Pas seulement pour l'argent perdu ou la trahison, mais pour toutes les illusions défaites, pour l'amour d'une fille que je croyais inconditionnelle et qui s'est révélée si conditionnée à des intérêts. Et maintenant, ai-je demandé entre les sanglots, où vais-je? Que fais-je? Jeanne a tenu mes mains entre les siennes, les doigts noueux marqués par l'arthrite, mais encore forts. Tu recommences, Thérèse, comme nous l'avons toujours fait, un jour à la fois, un pas à la fois. J'ai dormi dans la chambre d'amis de la maison de Jeanne. Le matin, j'ai appelé Auguste. Sa voix au téléphone était un baume. « Thérèse, j'étais inquiet. Tu n'es pas venue au cours hier. » Je lui ai raconté ce qui s'était passé, la découverte, les mesures que j'avais prises. Son indignation était authentique, sa préoccupation sincère. « Puis-je t'aider d'une façon ou d'une autre? »« Tu peux, Auguste. Peux-tu me retrouver cet après-midi? Je dois retourner à l'appartement pour prendre quelques affaires et je ne veux pas y aller seule. Je serai là à l'heure que tu diras. » Et il était là, ponctuellement à 14 heures. Auguste m'attendait à l'entrée de la résidence. Nous sommes entrés ensemble et il a tenu ma main quand l'ascenseur s'est arrêté à mon étage. Là, debout devant la porte de l'appartement 502, j'ai ressenti de la peur pour la première fois depuis que j'avais pris ma décision. Et s'ils sont là-dedans, à attendre, alors tu diras exactement ce qui doit être dit, et je serai à tes côtés, a répondu Auguste, avec une fermeté qui m'a donné du courage. L'appartement était vide, Dieu merci. Rapidement, j'ai rassemblé ce qui était le plus important. Documents personnels, quelques photos, vêtements essentiels, médicaments, et bien sûr, mon matériel de peinture. Auguste m'a aidé à tout mettre dans 2 grandes valises. Quand nous étions sur le point de partir, la porte s'est ouverte. Lucie est entrée comme une tornade, Richard juste derrière. Leurs yeux se sont écarquillés en voyant les valises, en voyant Auguste. « Maman, qu'est-ce que ça signifie? Nous, t'appelons depuis 2 jours. » Sa voix oscillait entre colère et une fausse préoccupation que je pouvais maintenant clairement identifier. « Je pars, Lucie. »« Comment ça, tu pars? Pour aller où? Avec lui? » Elle a pointé Auguste avec dédain. « Tu es devenue folle. »« Non, Lucie. Pour la première fois depuis longtemps, je pense clairement. » Richard a fait un pas en avant, essayant de prendre le contrôle de la situation. « Madame Fontaine, nous devons parler calmement. Vous agissez impulsivement. Vous avez annulé les comptes, bloqué notre accès. Ton accès à mon argent, tu veux dire. » Ai-je corrigé, sentant une force grandir en moi. « Il n'y a rien à discuter, Richard. J'ai tout entendu. Lors de cet appel de jeudi, vous avez oublié de raccrocher le téléphone. » Le sang a quitté le visage de Lucie. Richard a dégluti. « Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. » Lucie a tenté, sa voix maintenant tremblante. Elle devient de plus en plus faible, plus naïve. C'est juste une question d'insister. J'ai cité ses mots exacts. Elle a déjà vécu sa vie. Maintenant, c'est notre tour. Tu te souviens de ça, ma fille? Le silence qui a suivi était assourdissant. Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Lucie, mais je n'étais plus émue par elle. Combien de fois ces mêmes larmes avaient-elles été utilisées pour me manipuler? Vous ne comprenez pas. Nous avons des problèmes financiers, nous avions besoin d'aide, a commencé Richard. Alors vous auriez dû demander de l'aide honnêtement, pas planifier de me mettre dans une maison de retraite pas chère pour vendre mon appartement. Ma voix ne tremblait plus. Elle était calme, ferme, comme à l'époque où je dirigeais une classe d'adolescents agités. Je vais partir d'ici aujourd'hui. Vos prochains contacts seront avec mon avocate, maître Hélène Beaumont. Elle est déjà au courant de tout. Avocate?
Tu as engagé une avocate contre nous? La voix de Lucie a monté d'une octave, incrédule. Pas contre vous, Lucie, en ma faveur. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Auguste a pris les valises et a fait un pas vers la porte. Je l'ai suivi, m'arrêtant seulement un moment devant Lucie. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas l'argent que vous avez pris. C'est de savoir que pendant que je comptais les jours pour recevoir ton appel, pour entendre ta voix, 15 minutes par semaine, tu comptais les jours pour que je ne sois plus là et que tu puisses avoir ce qui est à moi. Maman, ce n'est pas comme ça. Elle a essayé, la voix étranglée. C'est exactement comme ça, Lucie. Mais maintenant c'est fini. Tu n'es plus ma mandataire. Tu n'as plus accès à mes comptes et tu ne décideras plus où et comment je vais vivre le reste de mes jours. Richard a avancé, bloquant partiellement la porte. Vous ne pouvez pas simplement partir comme ça. Auguste a fait un pas en avant, sa présence silencieuse mais imposante. En fait, elle peut, et elle va le faire. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Quelque chose dans son ton, dans la fermeté de son regard, a fait reculer Richard. Nous sommes passés devant eux et sommes entrés dans l'ascenseur. Quand les portes se sont fermées, j'ai senti comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. J'ai respiré profondément pour la première fois depuis des mois. « Où allons-nous maintenant ?» a demandé Auguste, tenant ma main. « Commencer une nouvelle vie. Et vous, avez-vous déjà senti que vous deviez tout recommencer à zéro, même quand il semblait trop tard ?» Dans les semaines qui ont suivi, j'ai restructuré ma vie pièce par pièce. Avec l'aide de Maître Hélène, j'ai refait mon testament, créant un fonds pour mes 2 petits-enfants auxquels ils ne pourraient accéder qu'à leurs 25 ans, sans interférence des parents. Le reste de mes biens serait destiné à une fondation de soutien aux personnes âgées victimes de violences patrimoniales. Avec ce qui restait de l'argent de la vente de la maison, j'ai loué un petit appartement dans la même résidence pour seniors où Auguste habitait, la résidence Printemps, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un endroit où nous avions de l'indépendance, mais aussi du soutien quand nécessaire, des activités sociales et surtout une communauté. Lucie a essayé de me contacter d'innombrables fois, appels, messages, emails, tous ignorés. Richard est apparu à la résidence une fois, mais a été arrêté à la réception, selon mes instructions. « Ne pensez-vous pas que vous êtes trop dur ?» m'a demandé Auguste un après-midi, alors que nous peignions côte à côte dans l'atelier communautaire de la résidence. « Après tout, c'est votre fille. » J'ai arrêté de peindre et observé la toile devant moi. C'était un paysage des monts du Lyonnais, où François et moi avions l'habitude de faire des pique-niques quand nous étions jeunes. Un lieu de souvenirs heureux, de promesses, d'amour véritable. Être mère ne signifie pas être idiote, Auguste. L'amour ne peut pas être une excuse pour l'abus. Si je leur permets de revenir dans leur vie comme si rien ne s'était passé, quelle leçon donnerais-je? Qu'ils peuvent me maltraiter, me manquer de respect, essayer de me voler, et que je serai toujours là, les bras ouverts. Il a acquiescé, comprenant. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je continué. Il s'agit de limites, de dignité, de leur montrer, et surtout de me montrer à moi-même, que j'ai une valeur au-delà de ce que je peux offrir financièrement. Cette nuit-là, allongée dans mon nouveau lit, dans mon nouveau foyer, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. La douleur était toujours là, probablement le serait-elle toujours. Mais il y avait aussi une sensation de libération, de redécouverte de soi. À 78 ans, j'apprenais qui j'étais vraiment. Pas seulement mère, pas seulement veuve, pas seulement une dame âgée en attente de la fin. J'étais Thérèse Fontaine, entière, complexe, assez forte pour recommencer. Le tsmess descend, téléphone à côté du lit a sonné. C'était Lucie à nouveau. Cette fois, j'ai décidé de répondre. « Allô ?» Un silence de l'autre côté, puis la voix hésitante de Lucie. « Maman ?»
Tu as répondu? Oui, Lucie, j'ai répondu. Nous devons parler, en personne. Puis-je venir te voir demain? J'ai fermé les yeux, sentant mon cœur s'accélérer. Étais-je prête pour cette rencontre? Pour regarder ma fille dans les yeux après tout ce que j'avais découvert? Tu peux venir à 15 heures, à l'accueil de la résidence, pas dans mon appartement. D'accord, maman, merci d'avoir répondu. J'ai raccroché sans dire au revoir. L'horloge digitale sur la table de nuit marquait 22h47. Je savais que je n'arriverais pas à dormir de sitôt. Je me suis levée, j'ai mis la robe de chambre bleu clair que Jeanne m'avait offerte et je suis sortie sur le petit balcon de l'appartement. La nuit était claire à Lyon, avec un ciel étoilé qu'on voyait rarement au centre-ville. De loin, on entendait le bruit doux des voitures sur l'avenue principale. Au cours des 3 mois depuis que j'avais déménagé à la résidence Printemps, j'avais appris à apprécier ces moments de silence contemplatif. La solitude ne m'effrayait plus, comme avant. J'ai pensé à François, à comment il aurait réagi à tout cela. Mon mari avait toujours été protecteur, peut-être même trop. Il aurait probablement confronté Lucie et Richard bien avant, aurait perçu les signes que moi, dans ma naïveté maternelle, j'avais ignorés si longtemps. « Tu as toujours vu le meilleur chez les gens, Thérèse, disait-il souvent. C'est ton plus grand don et ta plus grande faiblesse. » Il avait raison. Même maintenant, une partie de moi voulait croire qu'il y avait une explication, que ma fille ne pouvait pas être si calculatrice, si froide. Je suis rentrée quand l'air de la nuit s'est refroidi. Dans le petit bureau que j'avais improvisé, dans la 2e chambre, j'ai pris un des journaux que j'avais commencé à écrire depuis le déménagement. Maître Hélène avait suggéré que je documente tout, pas seulement pour d'éventuelles questions juridiques, mais comme partie de mon processus de guérison. Juin 2023. Aujourd'hui, cela fait exactement 3 mois depuis que j'ai entendu cette conversation téléphonique, 3 mois depuis que j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Lucie a appelé. Elle viendra demain. J'ai peur de ce que je ressens. Ce n'est pas de la colère, ni même du ressentiment. C'est de l'indifférence. C'est comme si quelque chose de fondamental s'était brisé, quelque chose que tout l'amour maternel du monde ne peut réparer. Je me suis endormie sur le canapé du bureau, le journal encore ouvert sur mes genoux. J'ai rêvé de l'ancienne maison de François assis sur la terrasse, de Lucie enfant courant dans le jardin. Image d'un bonheur qui semblait maintenant avoir appartenu à une autre personne, dans une autre vie. Je me suis réveillée avec de doux coups à la porte. C'était Auguste, apportant du café et des croissants frais de la boulangerie du quartier. Ces derniers mois, nous avions établi cette routine de petit déjeuner ensemble le vendredi. Ce n'était pas une relation au sens conventionnel, c'était quelque chose de plus tranquille, de plus mûr, une compagnie qui n'exigeait pas de définition. « Tu as bien dormi ?» a-t-il demandé, remarquant mes cernes. « Pas très. Bien. Lucie a appelé hier soir. Elle vient me voir cet après-midi. » Auguste a posé la tasse de café sur la table et s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Comment te sens-tu » Confuse. Une partie de moi veut lui crier dessus, exiger des explications. Une autre partie veut juste comprendre comment nous en sommes arrivés là. Et une autre partie l'aime encore parce que c'est ta fille, a-t-il complété, avec la sensibilité qui m'avait conquise dès le début. J'ai acquiescé, sentant les larmes se former. Auguste a tenu ma main entre les siennes sans rien dire de plus. Parfois, le silence compréhensif vaut plus que 1000 mots de consolation. J'ai passé la matinée au cours d'aquarelle dans le salon communautaire, essayant de me concentrer sur les couleurs, les formes, n'importe quoi, sauf la rencontre imminente. Après le déjeuner, j'ai soigneusement choisi quoi porter, une robe simple mais élégante, de couleur vert émeraude, les mêmes boucles d'oreilles en perles que j'avais portées le jour où j'avais décidé de changer ma vie. Ce n'était pas de la vanité, c'était une armure. À 15 heures précises, le téléphone interne a sonné. La réceptionniste, Madame Marthe,
a averti que ma fille était arrivée. Je suis descendue par l'ascenseur, respirant profondément, à chaque étage. Dans le hall d'entrée, j'ai aperçu Lucie assise sur l'un des canapés. Elle était plus mince, le visage fatigué, sans l'assurance habituelle. Quand elle m'a vue, elle s'est levée rapidement. Elle a hésité, comme si elle ne savait pas si elle devait m'embrasser ou garder ses distances. Elle a opté pour un entre-deux, un baiser en l'air, près de ma joue. « Merci de me recevoir, maman. »« Allons au jardin », ai-je répondu, indiquant la sortie vers l'espace extérieur de la résidence. « C'est plus privé pour discuter. » Le jardin du printemps était l'un de mes endroits préférés dans la résidence. Bien entretenu, avec des parterres de fleurs saisonnières, des bancs confortables sous des arbres touffus et une petite fontaine au centre. J'ai choisi un banc plus éloigné, protégé par l'ombre d'un platane encore sans ses caractéristiques feuilles dorées. Nous nous sommes assises côte à côte, un espace délibéré entre nous. Lucie tripotait nerveusement la bandoulière du sac cher qu'elle portait, un cadeau de Richard pour leur anniversaire de mariage, me suis-je souvenue. « Je t'écoute », ai-je dit, quand le silence s'est trop prolongé. « Maman, je... » « Nous ?» Elle a respiré profondément, comme quelqu'un qui répète un discours. Je pense qu'il y a eu un grand malentendu. J'ai haussé les sourcils, incrédule. Un malentendu? Lucie, j'ai entendu. J'ai entendu chaque mot que toi et Richard avez dit ce soir-là. Tu n'as pas compris le contexte, a-t-elle tenté, la voix maintenant plus ferme. Richard traversait une phase difficile dans ses affaires. Nous étions désespérés. Nous avons dit des choses que nous n'aurions pas dû. Mais nous n'avons jamais eu l'intention de me mettre dans une maison de retraite pas chère pour vendre mon appartement. Ai-je interrompu, gardant la voix basse, mais incisive, de dire que j'étais de plus en plus faible, plus naïve, de planifier des mensonges sur Auguste pour m'éloigner de lui? Ses joues ont rougi. De honte ou de colère, je ne saurais dire. Maman, les choses ne sont pas si simples. Tu ne sais pas comme c'est difficile aujourd'hui, avec l'économie telle qu'elle est, avec le coût de la vie à Lyon. Non, Lucie, n'utilise pas l'économie comme excuse pour essayer de t'approprier ce que j'ai construit avec ton père. Au cours de 50 ans de travail honnête, nous n'essayons pas de nous approprier quoi que ce soit. Sa voix s'est élevée, attirant les regards d'un couple de personnes âgées qui passaient près de là. Nous essayons d'aider à gérer, pour que tu ne sois pas trompé par des gens comme ce Auguste. C'était comme si elle avait touché une plaie ouverte. La mention dépréciative d'Auguste m'a fait redresser la posture, l'indignation grandissant en moi. Auguste est la personne la plus honnête, la plus digne que j'ai rencontrée depuis que ton père est parti. Il ne m'a jamais demandé un centime, n'a jamais remis en question mes décisions, ne m'a jamais fait sentir incapable ou sénile. « Tu le connais à peine » a insisté Lucie. « Et tu penses que je te connais mieux » ai-je rétorqué, sentant une profonde tristesse m'envahir. Ma propre fille, qui ne venait pas me voir pendant des mois jusqu'à ce qu'elle découvre que j'avais vendu la maison, qui est soudainement devenue si préoccupée par mon bien-être quand elle a su le montant de la vente. Lucie a baissé la tête, le silence plus révélateur que n'importe quel mot. Richard a perdu beaucoup d'argent dans un investissement qui a mal tourné, a-t-elle finalement dit, la voix presque un murmure. Nous étions sur le point de perdre la maison, la voiture. Les garçons allaient devoir quitter l'école privée. Quand nous avons su pour la vente de ta maison, cela a semblé une solution. Et tu n'as pas pensé à simplement me demander de l'aide, expliquer la situation, faire confiance au fait que moi, en tant que mère, je ferai tout mon possible pour aider mes petits-enfants. La fierté de Richard, il ne voulait pas que tu saches qu'il avait échoué. Alors sa fierté valait plus que ma dignité. Ai-je questionné, sentant le poids de cette révélation. Valait d'essayer de me manipuler, de me faire douter de mes capacités, de m'éloigner des personnes qui me faisaient du bien. Elle n'a pas répondu.
Une larme a coulé sur son visage, laissant une traînée de mascara noir sur sa joue. « Que veux-tu de moi maintenant » a-t-elle finalement demandé. « Veux-tu que j'implore ton pardon, que je rende l'argent ?» Nous ne pouvons pas le rendre, maman. Tout a été utilisé pour payer des dettes. J'ai senti une immense fatigue m'envahir. Ce n'était pas la fatigue physique de mes 78 ans, mais une fatigue de l'âme, une usure émotionnelle qu'aucun repos ne pourrait guérir. Ce que je veux, Lucie, c'est que tu comprennes ce que tu as fait, que tu réalises à quel point tu m'as blessée. Pas seulement pour l'argent, mais pour la trahison, pour m'avoir vue non pas comme ta mère, mais comme une ressource à exploiter. Ce n'était pas comme ça, maman. C'était exactement comme ça. Et jusqu'à ce que tu l'admettes, jusqu'à ce que tu assumes la responsabilité de tes actes, je ne vois pas comment nous pouvons reconstruire une quelconque relation. Nous sommes restées silencieuses, le son de la petite fontaine au centre du jardin remplissant le vide entre nous. Un vide qui semblait infranchissable. « Et si j'admets » a-t-elle demandé après de longues minutes. « Si je dis que oui, nous t'avons manipulé, nous avons profité de ta confiance, qu'est-ce que ça change? Ça change que ce serait un premier pas honnête entre nous depuis longtemps. » Lucie a respiré profondément, comme quelqu'un qui se prépare à plonger dans des eaux inconnues. « Oui, maman, nous t'avons manipulé. Nous avons profité de ta solitude après la mort de papa, de ta confiance en nous. Ce n'était pas planifié dès le début, mais quand nous avons vu l'opportunité, elle a dégluti. Quand les dettes ont commencé à s'accumuler, cela a semblé la solution la plus facile. Et oui, nous avons dit toutes ces choses horribles au téléphone. Les mots ont flotté entre nous, lourds, définitifs. Cet aveu n'apportait pas de joie, pas même de soulagement. Juste la confirmation douloureuse d'une vérité que je connaissais déjà. « Merci pour ton honnêteté », ai-je dit après un moment. « C'est un début. » Cela signifie-t-il que tu me pardonnes? J'ai regardé ma fille, les cheveux châtains qu'elle avait hérités de François, les yeux qui un jour avaient brillé d'innocence quand elle était enfant, le visage que j'avais embrassé tant de fois au fil des ans. Le pardon est un processus, Lucie. Il ne se produit pas du jour au lendemain. J'aurai besoin de temps. Et Richard, les garçons, ils te manquent. Mes petits-enfants sont toujours les bienvenus. Ils peuvent me rendre visite quand ils veulent, à condition de prévenir à l'avance. Quant à Richard, j'ai hésité cherchant les mots justes. Je ne suis pas encore prête à le voir. Et nous, comment ça se passe? Nous pouvons commencer par des appels hebdomadaires, réels cette fois, pas ces appels de 15 minutes par obligation, et peut-être, avec le temps, des déjeuners occasionnels. Ce n'était pas ce qu'elle espérait, je pouvais le voir. Elle imaginait probablement que je céderais complètement, que le lien maternel parlerait plus fort que tout, que je renoncerais à ma dignité pour le bien de la famille. À une condition, ai-je ajouté ferme. Pas de demande, d'argent, pas d'investissement ou d'urgence financière. Notre relation, si elle doit être reconstruite, sera basée sur une affection authentique, pas sur des intérêts. Lucie a acquiescé, les lèvres serrées en une fine ligne. « Et ton testament? L'appartement? Voilà, la vraie raison de la visite. Mon testament est fait, Lucie. J'ai créé un fonds pour mes petits-enfants qui recevront une partie quand ils auront 25 ans. Le reste sera donné à une fondation qui aide les personnes âgées, victimes d'abus financiers. Alors tu nous as déshérités. Ce n'était pas une question. Je préfère dire que j'ai choisi d'investir dans l'avenir de mes petits-enfants et d'aider des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. » Elle s'est levée brusquement, le masque de repentir cédant la place à l'indignation. « Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. La famille, Lucie, c'est qui nous respecte, nous valorise et nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous pouvons offrir. » Je suis restée assise, calme. « Si tu veux être vraiment ma famille, les portes sont ouvertes. Mais selon mes conditions maintenant.
Elle a pris son sac avec des mouvements brusques, le visage tordu dans un mélange de colère et de frustration. « Tu vas le regretter. Tu vas rester seule avec ce vieux que tu connais à peine pendant que tes vrais parents souffrent. Je ne suis pas seule, ma fille. J'ai Auguste, j'ai ma sœur Jeanne, j'ai de nouveaux amis ici à la résidence. J'ai les cours de peinture, le club de lecture, les matinées dans le jardin communautaire. J'ai une vie pleine, avec des personnes qui me valorisent pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Elle m'a regardée pendant un long moment, comme si elle voyait une étrangère devant elle. C'était peut-être le cas. La Thérèse que sa fille connaissait, soumise, insécure, manipulable, était restée en arrière il y a 3 mois avec cet appel fatidique. « Adieu, maman », a-t-elle finalement dit, se tournant pour partir. « À bientôt, ma fille », ai-je corrigé. « Ma porte sera toujours ouverte quand tu seras prête pour une relation réelle. » Je l'ai vue marcher rapidement à travers le jardin, ses talons hauts résonnant sur le chemin de pierre. Mon cœur souffrait, mais d'une façon différente, maintenant. Ce n'était pas la douleur paralysante de la trahison, mais la douleur consciente de quelqu'un qui a fait un choix difficile, mais nécessaire. Je suis restée assise sur le banc pendant un certain temps, observant le mouvement doux des feuilles du platane au-dessus de moi. Dans quelques mois, il serait couvert de feuilles dorées, transformant le jardin en un spectacle de couleurs. Ainsi était la vie, toujours en transformation, offrant toujours de nouvelles possibilités pour qui avait des yeux pour voir. Et vous, avez-vous déjà dû choisir entre l'amour inconditionnel et l'amour-propre? Quand je suis retournée à mon appartement, Auguste m'attendait à la porte, le visage masquant son inquiétude. Comment ça s'est passé? Difficile, révélateur, nécessaire. Nous sommes entrés ensemble. Il a préparé une tisane pendant que je lui racontais la rencontre, les demi-vérités de Lucie, son indignation en apprenant pour le testament. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé quand j'ai terminé mon récit. « Je suis en paix », ai-je répondu, me surprenant moi-même par la vérité de cette affirmation. « J'ai fait ce qui devait être fait. Le reste n'est pas entre mes mains. » Ce soir-là, Auguste et moi avons dîné sur le petit balcon, observant les lumières de la ville s'allumer une à une. Nous avons parlé de tout et de rien. Livres que nous avions lus, endroits que nous aimerions visiter, souvenirs de temps plus simples. Nous n'avons plus mentionné Lucie ou Richard. Ce moment était le nôtre, juste le nôtre. 6 mois se sont écoulés depuis cette rencontre dans le jardin. Lucie a appelé quelquefois, conversation brève et superficielle. Mes petits-enfants sont venus me rendre visite 2 fois, amenés par une voisine à la demande de leur mère. C'étaient des rencontres joyeuses, mais avec une ombre d'étrangeté, comme s'ils avaient été instruits sur quoi dire, quoi demander. Jeanne, ma sœur, a déménagé dans l'appartement à côté du mien à la résidence. « J'en ai assez d'être seule dans cette énorme maison », a-t-elle dit. Mais je sais que la vraie raison était d'être près de moi, de me soutenir dans cette nouvelle phase. Quant à Auguste et moi, notre relation a évolué naturellement. Nous ne nous sommes pas mariés. À ce stade de la vie, pourquoi compliquer avec des papiers, plaisantait-il. Mais nous partagions nos vies, nos après-midi, nos soirées. Un amour serein, mûr, sans exigence ni attente au-delà de la compagnie, et du respect mutuel. J'ai commencé à donner des cours de peinture à des enfants défavorisés à travers un projet social de la mairie. Voir ces petits visages s'illuminer devant une toile blanche, les observer découvrir le pouvoir des couleurs et des formes, me donnait une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Dans un de ces cours, une fillette d'environ 8 ans, Gabrielle, m'a demandé pourquoi je souriais tant en peignant. « Parce que chaque coup de pinceau est une nouvelle chance, Gabrielle, » ai-je répondu. Chaque couleur que nous choisissons de changer, chaque ligne que nous décidons de refaire est un nouveau départ. Et la vie est faite de nouveaux départs.
Le soir de mon 69e anniversaire, assise dans le salon de mon petit appartement, entourée par Auguste, Jeanne et de nouveaux amis de la résidence, j'ai réalisé que cette révélation accidentelle, cet appel que ma fille avait oublié de raccrocher, était le cadeau le plus douloureux et le plus précieux que j'ai jamais reçu. Il a fallu entendre la vérité la plus cruelle pour trouver le courage de vivre la vie la plus authentique. Il a fallu perdre ce que je croyais être la famille pour découvrir ce que signifie vraiment appartenir. Et maintenant, à 79 ans, je m'appartenais enfin à moi-même. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela.